Cela fait maintenant Vas-y, plusieurs vas-y. semaines que pas mal d'experts mettent en garde sur une possible nouvelle crise financière. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, ça fait longtemps qu'on tente de vous retrouver. Moi aussi. Chef économiste chez Ostrom Asset Management. Je cite Agnès Benassi-Kéré, c'est la numéro 3 de la Banque de France, elle est sous-gouverneure. Elle dit on voit réapparaître des ingrédients qui nous font penser à la crise passée, à la crise financière de 2008. On dit que c'est inquiétant et ça intervient à un moment où on a eu le président de JP Morgan aussi qui a fait des commentaires, des hauts gradés chez Citi, une banque américaine. C'est inquiétant ou pas tout ça? Il y a des signes avant-coureurs de craquement Bah, et de possibles retournements des cours boursiers ou de crise financière. on a eu, alors, les propos d'Agnès Benassi portaient sur le crédit privé, c'est-à-dire sur des financements d'entreprises qui sont faits en dehors du système bancaire. Donc c'est quelque chose d'un petit peu, qui peut paraître parfois un petit peu opaque. Voilà, ce sont des choses qui se sont développées très rapidement depuis la crise financière de 2008 et qui aujourd'hui représentent un encours d'à peu près entre 1800 et 2000 milliards. Donc c'est quelque chose d'important. Euh, les questions qui sont posées Pardon, aujourd'hui mais sur le les parallèle finances, entre le crédit privé qui pèse 1500-1800 milliards de dollars et le parallèle avec les subprimes de 2008, il faut le faire ou pas? Parce que pour moi, c'est pas tout à fait la non, même histoire, hein. non. Les subprimes de 2008, c'était à peu près un peu plus sur des montants assez équivalents, mais c'était sur des montants de titrisation qui étaient beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'il y a le marché immobilier américain, c'était 10 000 milliards de dollars, il y avait 1500 milliards de subprimes. Donc effectivement, c'était significatif, mais ça ne représentait pas l'ensemble du marché. Là, les 1500, 2000 milliards qu'on évoque, représente l'ensemble des entreprises qui se financent par le crédit privé. Toutes ne sont pas à risque aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire un parallèle aussi rapide parce que les montants sont équivalents. Donc ce qui pose problème aujourd'hui sur le crédit privé, c'est que les banques centrales pourraient remonter leur taux. On l'a vu, la BCE a commencé, la Fed pourrait le faire, et cela modifierait sensiblement les conditions de refinancement des entreprises qui vont devoir rouler des crédits à des taux qui seront beaucoup plus chers que ceux qui avaient été émis initialement. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que l'économie change beaucoup. Il y a eu beaucoup de crédits qui ont été faits sur des entreprises de logiciels, tout ce qui est informatique et qui est aujourd'hui un peu bousculé par l'IA. Donc il peut y avoir une situation de fragilité, d'ajustement nécessaire. Et donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui aujourd'hui interrogent. Après, on se dit que la crise financière, c'est pas le scénario le plus probable. Et il y a toujours des oiseaux de mauvais augure qui vont venir nous parler d'une grave crise qui, un jour ou l'autre, arrivera. Il y a des ferments, il y a des signes avant-coureurs, il y a des craquements par endroits, je ne sais pas où, qui pourraient laisser penser qu'un jour, une crise financière pourrait advenir. Il y a toujours deux types de risques. Le premier risque, c'est celui de la remontée des taux d'intérêt. Rappelons qu'avant la crise de subprime, une des raisons pour lesquelles le marché immobilier américain avait calé, c'était les taux longs qui étaient remontés aux États-Unis. On n'est pas en ce moment sur ce type de situation, même si la Fed est aujourd'hui paraît plus agressive qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. Donc ça, c'est un premier aspect qui peut générer une crise financière. Le deuxième point, c'est le fait que l'IA s'est largement financée sur la demande privée, sur la dette privée, et on voit des montants qui ont été considérables. Est-ce que cette dynamique de financement va s'inscrire dans la durée? Est-ce que ça se fera sans pierre d'achoppement dans le développement de tout ce qui a été évoqué, tout ce qui est tout ce sur quoi on devrait investir? Tous ces éléments-là sont aujourd'hui discutés, mais tout le monde l'a en tête en même temps. Donc le risque d'avoir une crise financière spontanément apparaît plus limité. Mm. Mais c'est une situation qu'on ne peut pas exclure parce que les crises financières, l'histoire nous l'apprend, ne sont jamais exclues. Et souvent, elles viennent de la dette.
Souvent, elles viennent de la dette. Généralement, elles viennent des problèmes immobiliers. Historiquement, la plupart des crises viennent de l'immobilier, viennent des problèmes de problèmes de financement. Donc, c'est forcément quelque chose auquel on doit être attentif, qu'on doit surveiller avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, les banques mettent en place des stress tests. La BCE met en place des stress tests. La Banque de France met en place des stress tests pour voir la robustesse du système financier face à un choc qui toucherait le crédit privé. Donc, il y a une appréhension qui est beaucoup plus marquée sur ce domaine, puisque ça fait quand même plusieurs courtes années qu'on évoque cette question du risque sur le crédit privé. On a des marchés boursiers qui, globalement, un peu partout, Philippe, dans le monde, sont sur des niveaux quasi historiques. Et là encore, il y a des signaux d'alerte qui montrent que on a atteint un niveau qui est spéculatif, qui est hors sol ou pas. On est notamment aux États-Unis sur des niveaux extrêmement élevés, notamment tirés par les 7 magnifiques, les 7 grandes entreprises de la techno américaine qui, effectivement, ont une valorisation qui est extrêmement élevée aujourd'hui et historiquement élevée. Donc là, il y a toujours un risque. La question, il y a deux dimensions. Un, ça ne ressemble pas à la crise Internet du début des années 2000, parce que les entreprises qui sont derrière sont des entreprises qui sont robustes, que ce soit Nvidia, que ce soit Apple ou quelques autres, sont des entreprises qui ont des éléments à faire valoir. C'était pas forcément le cas au moment des valorisations Internet au début des années 2000. Et puis, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ces entreprises sont au cœur de la transformation de l'économie. Alors, elles mobilisent, elles catalysent toutes les ressources qu'on peut avoir aujourd'hui. Et tout le monde s'y intéresse parce que l'économie de demain sera conditionnée par ce qui se passe sur l'IA, sur tout un tas d'éléments. Donc, il y a probablement une valorisation très élevée, peut-être trop élevée. La question posée, c'est à quel moment cette situation pourrait s'inverser. Quel pourrait être le déclencheur qui pourrait pousser les investisseurs à être moins euphoriques sur l'IA et la tech américaine? Souvent, ce qui joue, c'est le mouvement des taux d'intérêt. Pour l'instant, la situation est neutre. On a eu depuis 2022 un réajustement qui a été perçu par les investisseurs comme une normalisation plutôt que comme une remontée brutale des taux d'intérêt qui déséquilibrerait tout. On est revenu sur des niveaux qui paraissent plus cohérents avec le long terme. Si on avait une situation plus dramatique sur l'allure des taux d'intérêt, probablement qu'on aurait des choses. L'autre point qui pourrait générer cette situation, c'est la capacité de mettre en place tous les data centers qui sont anticipés, parce qu'il y a beaucoup d'investissements de la part des entreprises pour créer des data centers, pour créer des infrastructures, mais on sait que dans le même temps, il y a des difficultés de raccordement de ces data centers au système d'électricité américain, parce qu'il y a une capacité qui manque. Et donc c'est peut-être ce désajustement qui pourrait, à un moment donné, être une source de fragilité du système et de se dire on ne pourra peut-être pas aller aussi loin, aussi fort que ce qui était attendu. Donc ça peut être un élément de changement de perception des marchés. Mais pour l'instant, on n'en est pas, on n'est pas là, on n'est pas à ce stade. Donc pour vous, une crise financière en 2026 ou début 2027, non, vous n'y croyez pas? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui montreraient ça de façon très marquée, mais on va suivre ça de façon importante. On a eu l'introduction de SpaceX au marché américain. On va avoir OpenAI, on va avoir Anthropic. Tous ces éléments vont contribuer à augmenter la taille de la dimension financière des entreprises technologiques et de leur poids. Ça peut être un élément déséquilibrant. Ça, c'est quelque chose auquel on va être très attentif parce qu'on a vu les mouvements qu'il y a eu sur SpaceX. On pourrait avoir des mouvements très importants sur d'autres entreprises de la tech et créer peut-être un déséquilibre. Donc ça, ça fait partie des paramètres que l'on va suivre avec beaucoup d'attention.
Oui, on l'a commenté hier, SpaceX qui est quasiment revenu à son niveau d'introduction en bourse, ce qui pousse, selon le New York Times, a priori, c'est pas confirmé, OpenAI a décalé, à reporter son IPO, son introduction en bourse à 2027. Merci Philippe. Philippe Wechter, donc le chef économiste d'Ostrom Asset Management. Salut Philippe, merci. Merci David.